Aujourd'hui, alors, comme vous le savez tous, hein, et je sais que vous en avez parlé pendant ces Fashion Green Days, on est vraiment dans un monde où les codes sont complètement bouleversés, où ce que l'on connaissait hier n'est plus valable aujourd'hui, ce qui marchait hier ne marche plus aujourd'hui. On note à la fois des impacts sur les consommateurs qui, du coup, ne consomment plus ni la même chose, ni de la même manière, avec l'obligation de limiter les contacts physiques. Je sais qu'en France, par exemple, il y a certaines villes qui sont refermées le soir. Tout ce qui est magasin, on ne sait pas encore combien de temps ça va pouvoir rester complètement ouvert. Donc, on a vraiment un grand changement de mode de consommation. Je dirais que c'est plutôt une accélération, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment de nouvelles tendances qui sont arrivées comme ça directement, mais plus une accélération, notamment de l'e-commerce et notamment de toutes les technologies qui étaient déjà préexistantes, pas forcément de manière très importante, mais qui du coup ont explosé avec le Covid. Et on a à côté des entreprises, alors je dirais qu'une des plus grandes difficultés dont nos clients nous parlent au quotidien, c'est la difficulté de prévoir. Avant, on savait que les collections étaient prévues plus d'un an à l'avance. Elles étaient développées, elles étaient designées et elles étaient produites et ensuite mises en boutique. Eh bien, on voit qu'aujourd'hui, ce mode de fonctionnement-là ne marche pas, en tout cas dans la situation dans laquelle on est actuellement, parce qu'on n'est pas capable de prévoir. Donc, il y a eu toute la collection dernière, hein, printemps-été, qui est restée, on va dire, dans les magasins qui étaient fermés avec des stocks monstrueux qui sont restés. Du coup, une production beaucoup plus faible qui a été faite pour cette collection automne-hiver. Il y a vraiment une grosse difficulté de prévoir, de savoir où on va. Une grosse difficulté aussi de travailler, puisqu'on voit aujourd'hui, on est tous dans des lieux différents, on travaille à distance, mais travailler à distance pour développer des collections, c'est vrai que si on n'a pas les outils, la digitalisation, c'est quand même assez compliqué de travailler à distance. Donc ça emmène vraiment une nouvelle complexité, une nouvelle manière de s'organiser. Donc si tu vas sur le slide suivant, et J'essaye. ce qu'on peut voir et ce qu'on a noté chez nos clients, c'est que certes, ce sont des challenges avec les consommateurs qui consomment différemment, les entreprises qui doivent travailler et produire différemment, mais aussi c'est un vecteur d'opportunité pour collaborer virtuellement, pour travailler autrement et pour aussi être plus dans un mode qui est à la demande, qui est personnalisé, qui voire même est plus sur mesure plutôt qu'un mode de production de masse où on produit et ensuite on met en boutique. Et donc on voit cette explosion du modèle à la demande pour deux raisons, enfin pour trois raisons je dirais même. La première raison, c'est parce que le manque de visibilité aujourd'hui, ce mode à la demande s'impose. La deuxième raison, c'est que la chaîne d'approvisionnement est complètement brisée et complètement est compliquée. Tout ce qui est transport maritime, les coûts sont devenus c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus long et c'est imprévisible. Et la troisième raison, c'est la partie environnementale où il y a cette vraie prise de conscience, je dirais, qui même s'élève d'un cran, non seulement de réduire son impact sur l'environnement, de consommer, alors pas forcément moins, mais de consommer mieux, ou des choses qu'on va garder plus longtemps. Donc, qu'on va garder plus longtemps, ça veut dire un petit peu plus personnel, un petit peu plus sur mesure, qui en tout cas nous vont bien aller parfait. Euh, et puis, une autre chose qui existait déjà, c'était tout ce qui était responsabilité sociétale des entreprises, mais qui là, avec le Covid, prend une nouvelle dimension, c'est d'être sûr de bien produire pour protéger l'environnement, mais aussi protéger ses employés. Les protéger, ça veut dire eh bien, les faire travailler dans des conditions de travail optimales, dans des conditions de travail où on puisse respecter la distanciation sociale. Donc, on en revient encore une fois au travail à distance et également à la digitalisation des processus pour permettre un travail efficace où on produit moins de déchets et où on protège ses employés. Alors, on voit Ouais. qu'on est passé d'un modèle où on allait jusqu'à 42 semaines, très prévisible, très linéaire, très structuré, à un modèle, on va dire, très agile, qu'on décrit vraiment comme une boucle où au centre, on a le client, où on va vendre ou pas vendre. C'est vraiment ce qui va définir le départ du process. Et puis, à partir de là, on va pouvoir adapter, développer les bons vêtements et les produire à la demande de manière très rapide. Ouais, parce que les clients sont exigeants, ils veulent bien à la demande, mais ils veulent le recevoir rapidement. Ils ne veulent pas attendre des semaines avant de recevoir leurs vêtements. Donc là, la question que vous allez me poser, c'est mais
Comment? Comment on fait? Eh Alors, ben, comment on fait, Olivier? alors, comment on fait? Comme je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, tout ça, on va l'architecturer de toute façon autour d'une plateforme d'information qui va être un système de PLM qui va permettre de gérer toute la partie, je dirais, du développement des produits, du développement des collections, de toutes les informations techniques dont on a besoin dans des phases de prototypage, dans des phases de costing, dans des phases de sample, de commandes de prototypes. Tout ça pour arriver à un produit qui soit correctement défini. On va aussi, bien entendu, intégrer des éléments graphiques qui vont venir, par exemple, des suites logicielles Adobe pour pouvoir donner de la vie aux vêtements. Et on va voir quel peut en être également l'intérêt ensuite en production. On va développer à proprement parler les modèles au sens patronage du terme, soit en interne, soit en externe, parce qu'encore une fois, l'entreprise étendue aujourd'hui, c'est plus forcément tout le monde dans le même bâtiment. Ça peut être différentes entreprises qui participent au développement des modèles et des collections. Et la 3D va permettre en fait, voilà, on y reviendra plus en détail tout à l'heure, de réduire vraiment de manière totalement, enfin drastique le temps de développement, parce qu'on va pouvoir éviter des boucles extrêmement longues et coûteuses de développement de prototypes, parce que bah, les usines qui fabriquent les prototypes sont bien souvent lointaines. Les prototypes, elles les font payer en général, donc ça coûte cher. Et puis la logistique pour approvisionner les prototypes et prendre des décisions de développement, ben, ce sont des temps importants et des coûts qui sont également très très importants. Je pense que si chacun d'entre vous met bout à bout tous les coûts de DHL qui sont liés justement au développement des modèles et des prototypes, à la fin de l'année, ça fait des additions qui sont extrêmement sérieuses. La 3D présente également un intérêt extrêmement important et là, on touche vraiment, je dirais, au nerf de la guerre dès aujourd'hui et pour les années à venir. C'est en particulier dans cette époque un peu troublée dans laquelle on est du fait du Covid, qui est de pouvoir alimenter toute la partie e-commerce avec des visuels de qualité, de manière à pouvoir montrer très facilement toutes les simulations possibles autour d'un vêtement au client final, de manière à ce que celui-ci puisse passer commande de quelque chose de virtuel et que l'on puisse simplement, et c'est ça tout le principe de la production à la demande, ne produire que ce qui a été vendu. Voilà, ça c'est un petit peu le Graal absolu. Donc ça nécessite pas mal de réglages en amont, bien entendu, mais la finalité est exactement celle-là, c'est on ne produit que ce que l'on a vendu, très concrètement. Et là, on est dans une boucle virtuelle, on économise, forcément, on ne gaspille pas des ressources, on gagne du temps, on ne fait pas de stock, on n'est pas obligé de brader des surstocks ou de détruire, ce qui est quand même une hérésie aujourd'hui dans une logique de production raisonnée. Et ensuite, bon, on va passer sur la partie vraiment production avec des machines de découpe, des imprimantes digitales, on verra ça tout à l'heure dans la microfactory, et on va pouvoir vraiment transmettre de manière extrêmement fluide toutes les données qui sont, je dirais, autour du développement produit, passer tout ça à la salle de coupe, à la salle d'impression, dans une approche vraiment extrêmement fluide. Et toutes ces activités de production également vont être monitorées, on va pouvoir savoir exactement ce qui se passe au niveau de la machine de découpe, qu'est-ce qu'on est en train de produire, pour quelle commande client, de manière à vraiment être capable de monitorer tout ça et de renvoyer finalement un monitoring en temps réel à un client qui a besoin de savoir où en est sa production. Donc c'est ça tout ce concept en fait de production à la demande qui peut en fait avoir plusieurs aspects. La production à la demande, ça peut être simplement de pouvoir commander un t-shirt en bleu avec un motif particulier placé ou pas. Ça peut être vraiment quelque chose de très très basique et ça peut aller jusqu'à la pièce sur mesure avec l'intégration d'un print spécifique et vraiment la réalisation d'une pièce unique. Quand on parle de production à la demande, ça peut être vraiment quelque chose qui est à 360 degrés. Chacun met cette notion de personnalisation au degré où il le souhaite. On n'est pas dans une logique un peu monolithique d'un process convenu, on est plutôt sur quelque chose qui est très très ouvert, où on peut ne produire que ce qui a été vendu, où on peut aller à l'autre extrémité, je dirais, de cette production à la demande, traiter vraiment quelque chose d'extrêmement customisé pour tenir compte des mesures du client, de ses choix de matière, de ses choix de couleurs, de ses choix d'options. Si on parle de chemise, ça peut être choisir ses cols, choisir ses poignets, combien de boutons, etc. Et tout ça, ça permet d'obtenir un vêtement et un modèle qui sera extrêmement personnalisé, customisé, dans une approche vraiment de sur-mesure.
Donc, comment tout ça, on le met en œuvre très concrètement pour répondre à la question que tu as ouverte tout à l'heure, Katie. Ben voilà, on travaille sur un workflow qui est complètement intégré, où on va travailler d'abord avec des informations que l'on va pouvoir glaner via le site internet de notre client, qui ce site internet en général est adossé, on va le voir tout à l'heure, à un système de RP. Ce site internet, Katie, tu vas le détailler un petit peu, puisqu'on a nous fait notre propre site internet à l'Innovation Center, qui n'est pas un site internet que l'on peut commercialiser, mais qui est plutôt l'expression la plus évidente de la manière dont on peut effectivement interfacer finalement le consommateur final avec un système de production à la demande. Ensuite, on va rentrer sur des logiques que beaucoup d'entre vous connaissent autour de la modélisation en 2D, en 3D, la prise en compte des mesures du client, l'estimation des coûts également, hein, toute la partie industrialisation dont on a besoin pour pouvoir produire à un coût raisonnable les vêtements. Ensuite, on va rentrer sur une logique d'impression digitale, si on le souhaite. Hein. Encore une fois, on n'est pas obligé de passer par ce biais. On peut aussi directement attaquer la partie coupe unitaire pour produire vraiment dans un temps extrêmement court, c'est tout l'objet de la microfactory que vous verrez tout à l'heure, un vêtement qui soit un vêtement produit à la demande. Voilà, je reviens à ce terme consacré. C'est pas forcément un vêtement personnalisé, ça peut être simplement un vêtement commandé dans une taille donnée, en quantité unitaire, et que l'on va vraiment pouvoir couper très très rapidement pour ensuite passer tout simplement en couture et pouvoir livrer très rapidement le vêtement. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça, derrière ces grands concepts que j'ai évoqués? Par exemple, le travail de confection sur mesure, c'est un travail qui manuellement est assez fastidieux et qui prend beaucoup de temps. Donc là, on peut se poser la question de la rentabilité. Si on travaille du costume homme extrêmement haut de gamme, c'est un modèle qui est rentable. Par contre, faire de la chemise sur mesure ou du t-shirt avec juste quelques éléments de prise en compte de mesure, c'est pas forcément quelque chose de particulièrement évident à rentabiliser. Donc, attendez, je suis un peu... Voilà. Donc, Acumark, qui est notre suite logicielle de modélisme 2D, 3D, de gradation et de patronage, va vous permettre vraiment de réaliser la mise au point de votre vêtement, de positionner, si vous le souhaitez, des prints tenant compte justement de la planche de gradation. Ça, c'est aussi quelque chose de très important parce qu'on va s'appuyer sur cette planche de gradation également pour pouvoir traiter la notion de ce qu'on appelle d'altération, c'est-à-dire de mise aux mesures d'un vêtement par rapport à des mesures corps. Et Katie va développer un petit peu la manière dont on peut récupérer les mesures corps dans quelques minutes. La validation 3D, elle peut intervenir à cet endroit-là pour renvoyer éventuellement vers le consommateur final l'image de son vêtement finalement selon ses choix de modèle, selon ses choix d'options, selon ses choix de tissu ou selon ses choix de print dans un vêtement à ses mesures porté par un avatar. On le verra tout à l'heure quand on rentrera un petit peu plus sur la partie 3D. Et ça permet vraiment d'être dans une boucle extrêmement intéressante parce que le client prévisualise finalement le vêtement personnalisé avant même de l'acheter ou dans sa phase d'achat. Donc voilà, ensuite on va attaquer la partie vraiment plus industrielle avec la mise au clair d'un plan de coupe qui va se servir également de plan d'impression, puisque ce plan de coupe, finalement, on va venir directement récupérer les prints et les placer, les positionner à l'endroit où on le souhaite pour pouvoir récupérer ensuite un plan de coupe imprimé. L'intégration 2D, 3D, elle est également donc très très importante parce qu'elle va permettre justement de renvoyer d'abord dans les phases de développement produit, on en a parlé tout à l'heure, c'est très important parce que ça permet d'éviter des itérations de prototypes, on y reviendra, mais surtout ça permet aussi de renvoyer une image qualitative très rapidement d'un vêtement qu'on aura, je dirais, adapté aux desiderata d'un client. Donc aujourd'hui, on n'est pas non plus sur quelque chose qui soit entièrement automatisé. Il y a encore besoin d'un modéliste qui va prendre la main et qui va pouvoir modéliser cela en 3D, mais c'est vraiment un outil aujourd'hui extrêmement élaboré qui s'appuie sur les patronages de production. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour nous.
de s'appuyer sur la grille de taille, sur les patronages de production pour simuler les éléments en 3D plutôt que de sortir cet élément 2D pour l'emmener vers un logiciel 3D tiers parce que la réimportation de ces données derrière va forcément briser une chaîne de données. Donc nous, on pense vraiment que cette validation de style en 3D doit se faire à partir des patronages de production. Donc tout ça, toute cette technologie 2D, 3D, voilà, elle permet, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de réduire les coûts, moins de DHL, moins de matière consommée pour les prototypes, réduction du temps de prototypage et du temps, ce temps de prototypage, encore une fois, on le verra tout à l'heure, il est à plein de niveaux différents et chaque étape du développement produit consomme énormément de temps et d'argent. Donc, cette notion de prototype, j'y reviens maintenant. Il y a différents prototypes en fait que les entreprises de mode utilisent en partant je dirais, du développement initial. C'est assez difficile d'estimer en fait les économies qui découlent de la réduction du nombre d'échantillons, mais encore une fois, ce sont des économies qui s'appuient sur les gains de temps, des gains de matière, des gains logistiques. On sait que les échantillons commerciaux sont ceux qui coûtent le plus cher parce que en fait, ce sont des quantités qui sont tout de suite extrêmement importantes quand il faut alimenter tous les showrooms, tous les commerciaux avec des prototypes dans toutes les couleurs, pas toutes les tailles, encore heureux, mais voilà, ça représente tout de suite des volumes de production qui sont extrêmement importants. Et après, ces échantillons, en fait, on les voit à différents stades du développement. Il y a des échantillons de prototypes dans des phases de développement. C'est les premiers protos où un visuel 3D va permettre de gagner du temps et là encore des coûts logistiques parce que les fabricants, en fait, facturent les protos. Et si on a besoin de plusieurs itérations de ce prototype, on paye à chaque fois. Ensuite, on va retrouver les échantillons d'approbation, qui sont des prototypes qui sont purement et simplement souvent éliminés du processus faute de temps parce qu'il faut lancer la production au plus vite. Et là encore, la 3D en fait résout ce problème et permet de traiter un plus grand nombre d'itérations, mais virtuellement. Et ça permet de passer ces étapes d'approbation. Ensuite, il y a les prototypes d'approbation de coloris qui sont là encore des prototypes que la 3D permet de limiter, voire de supprimer parce que c'est des choses que la 3D rend extrêmement bien. On a des rendus matières qui sont extrêmement intéressants aujourd'hui. Et s'il s'agit simplement de visualiser le raccord d'un motif, le positionnement d'un motif sur une poche positionnée sur un corps, ce sont des choses qui vraiment sont extrêmement faciles à simuler en 3D et qui permettent de prendre des décisions extrêmement rapides. Donc la 3D, ça permet également de travailler sur des échantillons gradés parce qu'on n'est plus contraint à ne faire fabriquer un prototype que dans une taille de base et puis en croisant les doigts pour que dans les tailles extrêmes, finalement, le prototype se comporte correctement. On sait que ce n'est pas toujours le cas, ça dépend du type de vêtement. Donc là, la 3D, c'est une vraie clé parce que ça permet vraiment de pouvoir très facilement simuler finalement l'ensemble des prototypes dans l'ensemble de la grille de taille ou en tout cas dans les tailles extrêmes qui sont les tailles, je dirais, les plus critiques. Donc, et en finalité, bien sûr, les échantillons commerciaux, je l'ai évoqué tout à l'heure, parce que ce sont ces échantillons qui finalement coûtent extrêmement cher de par la quantité qui ont besoin d'être produites. Et on peut bien imaginer qu'en fait, la 3D permette de prendre également des commandes commerciales. Si le commercial peut aller finalement présenter les collections en n'ayant plus qu'un seul prototype plutôt que les prototypes dans différentes tailles, différentes couleurs plutôt, et différents tissus, et que tout le travail derrière va être simplement de présenter en 3D avec une qualité d'image cohérente ces échantillons dans toute la variété de couleurs, tissus possibles, on réduit de manière drastique le nombre de prototypes physiques qu'on a besoin de produire, qu'on a besoin de fabriquer. Voilà. Je vais te passer la main pour que tu présentes un petit peu cette partie prise de mesure et site internet. Très bien, je te remercie Olivier, j'espère que je n'ai pas d'écho quand je parle. Donc effectivement, comme le montrait Olivier, tout commence avec le consommateur qui va aller sur Internet. Alors, je vais partager mon écran, si tu pouvais départager, s'il te plaît. Oui, je vais essayer.
Donc, tout commence sur le site internet où là, je vais vous montrer, en fait, c'est un site que nous avons réalisé, Gerber, mais alors, on n'a pas vocation à vendre, mais à illustrer vraiment le process de bout en bout et surtout l'intégration que l'on a sur ce site web. Ce site web, c'est un site qu'on a développé alors avec plusieurs partenariats, toujours comme je vous disais tout à l'heure, c'est cette logique vraiment d'intégration. Et de l'intégration, finalement, la plus grosse partie de l'intégration, c'est celle qui n'est pas visible. C'est ce que vous montrez, Olivier, et tout ce qui se passe derrière la scène. Et c'est l'intégration avec le ERP, avec le logiciel AcuMark, qui vont permettre de récupérer les commandes complètement personnalisées sur mesure et de les envoyer à nos systèmes de production en temps réel pour que ce soit instantanément produit, comme va vous le montrer Kigan dans quelques instants. Donc, c'est un site web de e-commerce où je vais naviguer, je vais choper en ligne, comme on dit. Alors, par contre, un problème, c'est que je ne connais pas ma taille. Je ne sais jamais si je dois prendre du M, du L, du US. Je suis assez perdue. En plus, je suis aux États-Unis, donc autant vous dire que les tailles, là, on oublie toutes les références qu'on peut avoir. Donc, on a ici une intégration avec 3D Look qui permet automatiquement d'être mesuré. Donc, on va simplement ici rentrer quelques informations. Ils vont nous demander quelques informations sur la taille. Bon, si on est un homme, une femme, la taille. Donc, je vais être en système métrique. Alors, le poids, on va dire que c'était avant la quarantaine. Et donc, je vais pouvoir recevoir un texto qui va me permettre de prendre 2 photos, une de face, une de profil, de manière à récupérer automatiquement mes mesures. Et comme j'ai donné les indications de taille et de poids, bien, le système automatiquement, il va savoir détecter quelles sont les mesures. Alors, on prend les mesures de poitrine, de taille et de hanche, de manière à pouvoir adapter le vêtement sur mesure. Donc, il y a également tout ce qui est recommandation de taille qui va avec. Donc, on s'intègre avec le système, quel que soit le choix, que ce soit du sur-mesure complet ou que ce soit de la recommandation de taille. Voilà. Donc, je reçois le message sur mon téléphone. J'ai mis celui-ci. Et donc, avec le texto, je prends tout simplement, ça m'ouvre l'application avec laquelle je prends mes 2 photos. Voilà, donc j'ouvre ma caméra, je ne sais pas si... Ah oui, je suis enlevé j'enlève le fond, sinon ça ne marche pas. Mais vous voyez le principe. Ouais, j'arrive pas à l'enlever. Et à partir de là, donc je prends mes 2 photos et je récupère les dimensions. Et ça me donne... Et ils vont me demander un ensemble d'informations complémentaires, de dire quelle taille de vêtements habituellement vous prenez. Donc, on va entrer ça. Est-ce que vous préférez vos vêtements plutôt près du corps, plutôt un petit peu large ou classique? Alors, ici, on va entrer les informations. Et voilà. Et ça y est, là, directement, j'ai récupéré l'ensemble de mes mesures. Et là, il me dit, nous, ce qu'on vous recommande, c'est plutôt cette taille-là. Et vous avez les mesures qui sont enregistrées sur le site. Et là, sur le site, vous pouvez choisir n'importe quel vêtement et donc avoir la certitude que ce sera à votre taille. Donc, moi, je vais choisir cette robe qui est totalement personnalisable, qui est même sur mesure. Donc, je vais pouvoir la personnaliser. Alors, je peux choisir le tissu, je peux choisir l'imprimer. Donc, ce qui est très important. Et Olivier, tout à l'heure, disait qu'on pouvait générer des images dans haute résolution en 3D. Eh bien, ce sont ces images qui peuvent être utilisées directement sur le site web. Donc là, j'ai choisi la partie sequin, qui est plutôt festif. Je vais pouvoir choisir une silhouette de robe. Alors, comme vous voyez, on peut avoir autant d'options que vous le souhaitez. Là, on en a mis quelques-unes pour illustrer le process. Un petit col en V, pourquoi pas. Je vais choisir des manches longues, l'hiver arrive. Voilà, la longueur de la jupe. Et en bas, se mettent toutes les sélections que j'aurais prises à jour. Donc, je vais confirmer, ça me convient. Et là, en confirmant, j'ajoute aux cartes et en confirmant, en faisant acheter maintenant, toutes les informations de personnalisation, de taille, sont envoyées à Kigan, à l'Innovation Center, qui va recevoir ces informations-là et passer à l'impression et à la coupe et la couture de la robe pour me l'envoyer automatiquement.
On va se positionner donc côté fabricant. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le site internet en fait va pouvoir renvoyer, être connecté bien sûr au système informatique central de RP du client pour pouvoir traiter une commande, puisque le RP va traiter la facturation, va traiter les commandes de fourniture nécessaires. Voilà, c'est vraiment le cœur du système. Donc on doit travailler bien entendu en bonne cohérence vis-à-vis de l'ERP. Et donc, cet ERP va récupérer les données que le site Internet que Katie a présenté tout à l'heure, en récupérant les données clients, le nom du client, ses coordonnées, quel vêtement ce client a choisi, quelles options, quel tissu, quelle taille, quelles altérations. Et tout ça va ensuite, de manière entièrement automatique, basculer via un format de fichier ORD directement vers les suites logicielles AcuMark qui vont permettre de traiter toute la modification automatique du patronage, l'intégration du print au bon endroit, dans la bonne taille et dans la bonne prise en compte des mesures spécifiques corps du client. Cela va ensuite être envoyé de manière, encore une fois, entièrement automatique au module de placement automatique, AcuNest, qui va optimiser les consommations de tissus, parce que même si on est sur un process éventuel d'impression digitale, le tissu, il faut toujours l'économiser de toute façon. Donc voilà, de manière entièrement automatique, on va pouvoir attaquer ensuite, donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure, soit directement une coupe automatique, parce qu'on n'est pas encore une fois obligé de passer par l'étape de l'impression digitale. Cela ajoute cette impression digitale à un champ de possibilités extrêmement important en termes de personnalisation, mais c'est pas quelque chose d'imposé. On peut travailler directement à envoyer le besoin de découpe et de production à la demande directement vers le découpeur automatique. Et si on travaille vers l'imprimante digitale, eh bien à ce moment-là, c'est celle-ci qui va récupérer un fichier directement à partir de la suite logicielle AcuMark. Il n'y a pas besoin de retravailler dans un logiciel graphique quelconque. Et la machine d'impression qu'on va voir à l'œuvre tout à l'heure va imprimer et exécuter l'impression finalement du plan de coupe avec la représentation visuelle de l'ensemble des pièces de patronage correspondant aux vêtements sur mesure du client, avec ses choix d'options, ses choix de positionnement de print, ses choix de couleurs et la prise en compte de ces mesures. Juste un petit point particulier, donc cette notion de sur-mesure, en fait, elle vient s'appuyer sur des avatars 3D que l'on peut récupérer donc à partir de solutions telles que 3D Look, qui va pouvoir non seulement nous amener des mesures comme finalement Katie l'a illustré tout à l'heure, mais va également pouvoir générer des avatars. Et ça va permettre très facilement de pouvoir, donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, dans une sorte de boucle un petit peu fermée, très facilement et très rapidement, montrer finalement au client final le vêtement qu'il a choisi de personnaliser dans la prise en compte de l'ensemble de ses paramètres de personnalisation pour pouvoir lui renvoyer cela et que ça corresponde vraiment à un objectif de commande. Cet avatar, en fait, c'est un fichier OBJ qu'on peut parfaitement récupérer dans l'outil AcuMark 3D pour pouvoir vérifier que le vêtement tombe correctement, qu'on n'a pas de tension et que le vêtement est correctement adapté aux mesures du client. Et on peut importer bien sûr aussi tout autre avatar en format OBJ issu de logiciels tiers, et tous ces avatars, ils sont bien entendu entièrement personnalisables. Et également, on est en train d'annoncer, on a un partenariat avec Alvanon où vous pouvez retrouver l'entièreté de votre bibliothèque de mannequins Alvanon directement dans AcuMark 3D. Juste un petit point, on aurait pu commencer par là, mais j'ai choisi de finir par là. Juste un petit point sur cette plateforme de PLM que j'ai évoquée en début de présentation, qui permet vraiment de cadrer l'ensemble des activités qui confinent au développement produit, au développement des collections. Et là, pourquoi je le positionne à ce stade de la présentation? Tout simplement parce qu'on peut aussi utiliser la plateforme de PLM comme étant le vecteur de communication, finalement, d'informations extrêmement techniques dont on va avoir besoin au moment du montage du vêtement, parce que la plateforme de PLM s'enrichit de toutes les données techniques et peut vraiment travailler à véhiculer des informations très, très visuelles correspondant
justement aux nécessités de montage d'un vêtement. C'est pour ça qu'on a souhaité effectivement vous en faire cette petite présentation à cet endroit-là. Je ne vais pas aller plus dans le détail, mais voilà, la solution, elle est extrêmement conviviale, elle est entièrement en cloud, elle permet vraiment de piloter l'ensemble des activités en interne et en externe qui touchent au développement des produits, au développement des collections, au prix des produits, de manière vraiment à piloter son activité de manière la plus efficace possible. Et on va passer donc à Keegan qui va nous présenter. Ici, en fait, on travaille à partir d'un tissu blanc parce que cette imprimante, en fait, elle a cette caractéristique d'emmener énormément. Parfait, merci beaucoup de cette confirmation, Camille. It's okay, Keegan, you can move away. Et cette imprimante donc travaille à partir de tissu blanc parce qu'en fait le blanc est une des rares couleurs qu'on peut pas reproduire en impression. Et en revanche, on peut produire donc par addition de couleurs toutes les couleurs allant jusqu'au noir, qui est donc, sauf erreur, la combinaison de toutes les couleurs. Donc cette imprimante, c'est encore une fois un modèle d'imprimante qu'on a choisi pour notre showroom à New York parce qu'elle nous permet vraiment d'avoir une très très grande polyvalence de fonctionnement puisqu'elle travaille sur tout type de matière, que ce soit des matières naturelles ou synthétiques, et qu'elle a cette particularité également en fait de pouvoir traiter à grande vitesse. Ici, vous voyez l'imprimante fonctionner à vitesse extrêmement réduite parce que on est vraiment sinon ça va beaucoup trop vite. Et le principe, c'est qu'en fait, dans le carrousel de tête, on emmène également une solution de fixation, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, comme c'était le cas sur d'autres imprimantes digitales, de passer dans des unités très très lourdes de post-traitement. Ici, on va voir que derrière la phase d'impression, on va uniquement emmener cela dans un système qui va simplement chauffer et faire se vaporiser ce fixateur pour fixer une bonne fois pour toutes les encres. Et on n'a pas besoin de passer par un processus de lavage comme c'était le cas par le passé. Ici, vraiment, les couleurs sont fixées par ce phénomène chimique directement dans la matière. Keegan, if you can show us the fixation unit. The fixation is the furthest one right here to the right. Yes. That's the solidifying agent. Voilà, c'est donc ce produit, ces deux cartouches blanches qui sont le solidificateur en fait et le fixateur des encres, voilà, qui va permettre de travailler vraiment en temps réel. Et ensuite le choix comment dire, par rapport à la matière que l'on va vouloir imprimer se fait vraiment d'un point de vue logiciel. On n'est pas du tout sur des tissus pré-traités particuliers. On est vraiment sur la prise en compte d'un tissu soit naturel, soit synthétique, mais tel qu'il, voilà, brut. Ici, cette unité qui donc se situe entre la machine de coupe et l'imprimante va simplement être donc un système qui va permettre de chauffer. Et ici, ce système à plusieurs barres est une sorte de régulateur, si vous voulez, qui permet vraiment de stocker en fait la matière et d'accorder la vitesse entre l'unité d'impression et l'unité de découpe pour pouvoir traiter un flux tendu. Ici, à l'entrée de la machine, vous voyez ce barreau noir à l'aplomb de la zone de coupe qui est en fait un scanner et qui va visualiser la matière imprimée quand elle arrive sur la surface de coupe et qui, très très simplement, en bas, on a un système d'éclairage extrêmement puissant et Keegan va vous montrer, voilà, quand la matière imprimée donc avance, le système va analyser, scanner et récupérer vraiment la géométrie de l'ensemble des pièces qui se trouvent dessus. Donc, on n'a même plus besoin de travailler à partir d'un placement. On travaille vraiment à partir de ce que la machine visualise directement sur la surface de coupe. Et Keegan va nous montrer l'écran de pilotage de cette machine pour bien nous montrer que le système en fait a récupéré par le système de scan la géométrie de l'ensemble des pièces et ensuite il n'a plus qu'à lancer la séquence de découpe pour pouvoir après récupérer les pièces découpées dans un temps donc extrêmement court, puisque si vous vous en souvenez, on travaille ici vraiment sur... Alors, ce n'est pas tout à fait la réalité parce qu'on n'est pas en train de couper le vêtement que Katie a designé au travers du site internet, mais voilà, la mécanique est exactement celle-là. Et voilà, on est vraiment sur un site qui est extrêmement court et on voit très très bien que quelques minutes plus tard, on va pouvoir emmener donc directement sur le poste du mécanicien les patronages imprimés, découpés, et puis sur son petit écran, il a l'affichage des informations techniques qu'il a récupérées au travers de notre plateforme Unique PLM.
Et tout ça, ça nous permet d'avoir un ensemble vraiment cohérent, très intéressant, permettant de traiter une logique de production à la demande, encore une fois à 360 degrés. On n'est pas dans une obligation d'un vêtement sur mesure, on n'est pas dans l'obligation d'un vêtement imprimé, on peut être simplement dans l'exécution très rapide d'une commande unitaire. D'un t-shirt, d'une chemise, dans un tissu standard. Le process serait le même finalement, c'est simplement qu'on va pouvoir de manière extrêmement rapide obtenir finalement le vêtement correspondant à la commande d'un client dans un délai extrêmement court. Donc ça ouvre, voilà, l'impression digitale ouvre sur des champs de possibilités qui sont extrêmement intéressantes. Hein. Merci, thanks Keegan to show us this site. And you have also a garment to show Voilà, et c'est du jean. Voilà, c'est vraiment du jean, du denim blanc. Donc, il y a possibilité d'imprimer même sur du denim bleu ou pantalon de Noël. Voilà, qu'il a porté. Hein. J'ai les photos. Il y a plusieurs personnes. Il y avait d'autres motifs que moi je préférais, mais je crois qu'il y a quelqu'un l'a pris et l'a emmené et qui était vraiment naturel et c'était bluffant parce qu'on aurait vraiment cru de la broderie. Donc, ce qui est assez bluffant, c'est que non seulement on a l'impression, on a les motifs, mais on a aussi cette impression de relief. Alors, on ne le voit pas très bien ici à l'écran. Par exemple, la robe avec le sequin, en fait, c'est un velours. Yes, if you can show this one. C'est un velours, c'est imprimé et c'est vrai que c'est assez bluffant. On a vraiment l'impression que ce sont des sequins. Il faut vraiment approcher très, très près, toucher, de dire mais… Et pour s'apercevoir que non. Donc, on peut vraiment imprimer sur tout type de textile, y compris des velours, y compris des textiles un peu plus stretch ou un peu plus sportswear. Il y a vraiment une grande variété et la limite, c'est l'imagination. Voilà, après, ce sont les goûts et les couleurs. Des masques imprimés et qui permettent d'ajouter, que ce soit le logo ou tout type de motif et de complètement personnaliser les masques. Ok. Voilà, l'ensemble de la présentation est terminé. J'espère qu'on vous a donné un bon aperçu de la manière dont on peut traiter une problématique de vêtements sur mesure. Et de vêtements personnalisés, encore une fois, la personnalisation, on la met vraiment au niveau où on le souhaite, hein, avec toutes ces technologies d'impression digitale, de 3D, de sur-mesure, de coupe unitaire. On est vraiment à même de faire un process complet. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. Un commentaire, on a notre événement annuel Ideation qui du coup cette année va avoir lieu en virtuel. Et qui du coup est global. Il y aura des sessions en français. Donc, je vous invite à aller sur notre site web, Ideation, vous inscrire. Donc, c'est gratuit. Vous pouvez venir. Il y aura des sessions. Il y en aura à la Microfactory. Il y aura aussi plus de la production de masse. Il y aura des sessions sur la 3D, sur le PLM. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Donc, si vous avez des questions et si ça ne vous ennuie pas de les mettre par écrit dans le module de questions-réponses auquel vous avez accès, on se fera un plaisir d'y répondre. Sinon, moi, j'ai une question pour vous avant que vous Vas-y. Carrément. Là, je viens de faire avant que, bien évidemment, j'ai préparé l'ensemble des conférences et on a beaucoup évoqué la production à la demande. Et manifestement, aujourd'hui, l'impact principal, en fait, carbone se situe au niveau de la matière première. C'est-à-dire que c'est entre 60 et 70%, ça va monter à 80%. Donc aujourd'hui, vous avez une solution en fait, d'impression à la demande, de production à la demande, de fabrication à la demande. Comment vous intégrez le fait que les matières premières viennent de loin? Ça sera toujours une problématique. Est-ce que par rapport à ça, c'est quoi votre réponse? C'est quoi votre solution? Alors, un premier niveau de réponse, après je te laisserai Cathy développer. Comme tu l'as vu, Fabrice, le principe de ce qu'on a mis en œuvre au niveau de la Microfactory de New York, c'est vraiment plutôt de travailler à partir d'une matière brute, c'est-à-dire une matière qui ne soit pas une matière justement qu'on va devoir sourcer loin ou là, en l'occurrence, c'est une matière que l'on va pouvoir approvisionner au plus près de chez soi, d'une part, et surtout d'anticiper en fait la commande, parce que ce qui fait des fois également les absurdités de cette supply chain, c'est qu'on commande toujours dans l'urgence à la dernière minute et que de fait les circuits qu'on met en œuvre pour récupérer les matières sont complètement fous.
Donc, ce travail sur la microfactory, c'est vraiment l'idée de pouvoir travailler vraiment à la demande, à partir de blancs, et puis si on a besoin de travailler effectivement des matières en sourcing différents, là, je n'ai pas vraiment de réponse, Fabrice. D'accord, super. Ce que je pourrais apporter, je dirais qu'en termes de sourcing, alors c'est dans le cadre de notre task force pour les PPE, pour les équipements de protection individuelle et notamment les masques, on a développé un programme de matchmaking parce que finalement, c'est pas que parfois on ne peut pas se produire un peu plus localement, c'est qu'on ne connaît pas. Et trouver des adresses, trouver des noms ou trouver des sources de production locales, c'est compliqué. Et du coup, avec ce programme de matchmaking, ça permet aux gens de rentrer en contact, soit des gens qui cherchent des sources d'approvisionnement ou au contraire des gens qui cherchent à acheter. C'est vraiment basé sur l'échange et la mise en relation. Je dirais que c'est aussi une des manières de pouvoir réduire cet impact carbone en trouvant des sources de production plus proches. Alors, pas forcément en France même, mais au moins en tout cas en Europe ou plus proches. Donc, et on développe des partenariats avec des gens comme Côte, CNI, on a 4 ou 5 en partenariat aujourd'hui pour aider justement sur cet impact-là. Après, il y a aussi un autre élément, je dirais que quand on produit en masse, on produit en espérant que quelqu'un va acheter et on sait aujourd'hui qu'il y a plus de 40%, même c'est jusqu'à 60% en ce moment, des vêtements qui ne sont pas vendus, donc jetés à la poubelle. Et c'est vrai que là, l'impact carbone, c'est dramatique parce que du coup, c'est de la production, c'est du transport, tout ça pour être jeté, et c'est de la perte sèche. Donc, le fait de produire à la demande, ça permet de produire qu'une fois que le client a acheté, donc on est sûr qu'il y a une demande, on produit pour vendre, et donc ça a un double impact positif. C'est la première d'être sûr de vendre, c'est déjà vendu, et la deuxième, c'est d'avoir un prix qui est au prix fort et non pas un prix au rabais. Parce que les prix soldés, ça diminue également les marges. On sait très bien qu'il y a une grande partie des produits qui sont vendus soldés. Donc, ça permet d'éviter le fait qu'il y ait des soldes ou des rabais sur les produits. Donc, je dirais qu'en traitant, on a vraiment ce process on appelle end-to-end, du début à la fin, un peu de cette approche du berceau jusqu'à la tombe. Ça permet non seulement de gérer la partie approvisionnement en essayant d'être plus proche, mais d'utiliser du tissu blanc. Donc, comme ça évite les pré-traitements inutiles et d'imprimer uniquement ce qu'on a besoin. Ça permet d'attendre que le client ait acheté pour produire et donc de s'assurer que ce sera vraiment consommé et non pas jeté. Et donc, à chaque étape, on optimise l'impact carbone aussi sur le monde du fashion. J'ai une personne qui a levé la main, Alzou. Oui, Normalement, bonjour. on doit pouvoir vous entendre. Vous m'entendez? Très bien. Oui, ça marche. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée pour mon français. Donc, Pas la de langue problème. n'est pas ma Non, langue on vous maternelle. comprend très bien. Pas de souci. Merci. Alors, la question suivante, c'est vraiment merci pour votre présentation. C'est impressionnant que vous faites. Et la question suivante, je ne sais pas si c'est à vous ou non, mais peut-être c'est juste une idée. Mais est-ce qu'il existe maintenant aujourd'hui la possibilité d'imprimer avec l'imprimeur qui utilise les tentures naturelles? Est-ce qu'il existe aujourd'hui ou non? Est-ce que vous Oui. pouvez imaginer dans la future utiliser cet imprimant? Est-ce que c'est possible? Alors, sur les types de tissus, on peut utiliser tout type de tissus, y compris des textiles naturels, des Oui. cotons. On a tout type de fibres que l'on peut utiliser. La limite qu'il y a aujourd'hui, c'est surtout sur l'épaisseur du textile. Donc, c'est un peu moins vrai en fashion parce qu'on n'utilise pas des textiles trop épais. Mais du coup, on peut vraiment utiliser même le jean, on imprime sans problème. C'est plutôt sur les combinaisons néoprène et les choses comme ça qu'on va avoir des limites. Et les autres limitations, ça va être tout ce qui est textile étanche. Pré-traité, on va dire, pour l'étanchéité, où du coup l'impression est compliquée. Mais à partir de là, on imprime sur tout type de textile, de fibres naturelles, sans aucun problème. Après, j'ai une remarque également complémentaire. On a présenté un concept ici, comme vous l'avez vu, qui est complet, avec l'imprimante digitale qui est positionnée juste en amont de la machine de découpe. Rien n'interdit que le tissu soit imprimé
chez un fabricant de tissus. Encore une fois, on est ici sur la présentation d'un process en ligne, totalement intégré, mais le process fonctionnerait tout autant si l'impression du tissu était faite par une autre entreprise. On peut travailler ce qu'on appelle offline. On n'est pas obligé d'avoir l'imprimante directement installée juste derrière la machine de découpe. On peut très bien avoir les deux solutions comment dire, sur deux endroits différents. On va alimenter l'imprimeur avec ce que l'on souhaite qu'il imprime. Si celui-ci a une capacité d'impression sur une matière particulière, avec des encres particulières, qui correspondent mieux à votre cahier des charges que l'imprimante, ici Kornit, sur un autre pays, ça peut être une machine Epson, ça peut être une machine HP, voilà, des imprimantes digitales, il y en a de toutes marques et de tout prix également, parce que ce sont des technologies qui peuvent coûter très cher, ou pas, ça dépend vraiment où on met la barre. Et ça dépend ce que l'on veut faire. Mais rien n'empêche de récupérer finalement la matière imprimée à partir qui le serait chez un imprimeur textile qui aurait lui des compétences particulières pour ensuite récupérer le tissu imprimé et ensuite redécouper, comme vous l'avez vu, sur le découpeur automatique en faisant l'analyse de l'endroit où se trouvent les pièces de patronage imprimé sur la pièce de tissu quand on la positionne sur la machine de découpe avant de lancer la séquence de coupe. Si ça complète un petit peu votre question, Alzou. Oui, merci beaucoup. Et je voudrais un peu préciser, est-ce que, je ne sais pas si vous connaissez ça ou non, est-ce qu'il existe sur le marché textile l'imprimant qui utilise les encres naturelles? Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de cela. Mais oui. Voilà, je vous renvoie vers les fabricants d'imprimantes. Hein. Epson est très très bien implanté en France. Si vous avez besoin de mes services éventuellement pour les contacter, vous n'hésitez pas à le faire. Je pourrais vous mettre en relation. J'ai de bons contacts avec eux pour la France. Katie, elle, sur la zone américaine, le choix a été fait du partenariat avec Kornit. Mais encore une fois, Epson est présent partout, sont des Japonais. Et voilà, on pourra vous mettre en relation avec ces spécialistes qui sauront vous dire s'ils arrivent effectivement à imprimer avec des encres naturelles et pas juste sur des matières naturelles plutôt que des matières synthétiques. Là, c'est une question. Fabrice, je ne sais pas si toi, tu as un recul par rapport à ça, mais moi, à mon niveau, je n'ai pas de connaissances particulières. Mais je serais étonné qu'on ne puisse pas, dans ce process d'impression digitale, utiliser des encres naturelles. C'est vrai que c'est une vraie bonne question. Alors effectivement, je suis un peu comme toi. Moi, je connais des encres naturelles ou des fabricants d'encre naturelle. Après, effectivement, comment c'est intégré au moment de l'impression, c'est un peu différent. Je pense que, Alzu, par rapport à ta question, il faudrait que tu te renseignes sur, mais ça aussi, nous, on peut t'aider pour voir effectivement qui c'est sur le marché qui fait de la recherche à ce niveau-là et si ça fonctionne ou pas. Je vais t'envoyer deux petits liens que je connais, deux entreprises qui font ça, si ça peut t'aider. Voilà, par mail, qui sont intéressants. Voilà, je crois que c'est une société, effectivement, une qui est norvégienne et une qui est anglaise. Voilà. Merci. Avec grand plaisir. Olivier, Katie, peut-être je vais vous laisser conclure, tout simplement. Est-ce qu'éventuellement d'autres personnes ont des questions? Si ce n'est pas le cas, on va conclure, hein, bien sûr, mais voilà, je relance l'idée. Saman, Maximilien, Erika, si vous avez des questions. De toute façon, voilà, vous avez toute facilité pour nous contacter, moi en particulier qui suis votre correspondant sur la France. Vous avez mon adresse email qui est à l'écran ici. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez besoin qu'on se parle plus tard sur ces questions. Je suis à votre merci pour votre retour, Maximilien. Je suis à votre entière disposition pour voilà, détailler tel ou tel aspect, encore une fois, qui là c'est un prisme de présentation de l'ensemble des solutions Gerber. On peut avoir des applications qui sont extrêmement variées. On est vraiment sur une culture à 360 degrés extrêmement ouverte.
sur l'extérieur, sur l'import des fichiers extérieurs, sur l'export vers des solutions tierces, de manière vraiment à pouvoir couvrir une chaîne de valeur extrêmement précise. Merci beaucoup à tous. Merci de nous avoir accueillis. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et au plaisir de vous voir si vous souhaitez un tour un peu plus détaillé de l'Innovation Center ou durant notre ideation. Ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Merci beaucoup.